Et quels sont les pays qui se sont déclarés à ce jour prêts à y mettre la main dans la poche pour participer à ce fonds? Oui, je pense que le fonds devrait aller à hauteur des condamnations aux alentours de 80 à 100 milliards. En principe de francs CFA. Maintenant, les pays, déjà, le reliquat de l'argent qui avait été mis en place au moment du procès a été versé dans le fonds. Bon, ça, c'est pas important. Ça ne peut pas être important puisque c'est un reliquat sur un budget de 8 millions d'euros. Peut-être que le un quart, parce que forcément les 3/4 de ce budget ont été dépensés. Mais maintenant, il reste que c'est l'Union africaine qui est le principal acteur de ce procès. Et donc il y a l'Union européenne avec le comité de pilotage, tous ces pays, avec le Canada en plus, les États-Unis qui étaient partie prenante. Mais il y a le Sénégal et le Tchad aussi qui, forcément, de par leur implication, seront des principaux contributeurs de ce fonds. Donc, je pense que toute la communauté internationale, en dernière analyse, est concernée par... Est-ce que les États-Unis, le Canada aussi seraient intéressés de participer à ce fonds? Oui, d'après les contacts que nous avons eus, tous ces pays n'attendent que le signal de l'Union africaine. Ils se disent qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Il appartient d'abord à l'Union africaine. Au-delà de l'argent qui a été versé comme le reliquat de l'argent des chambres, l'Union africaine doit dire au moins je mets tant. Et à partir de ce moment, ces pays verront chacun ce qui le concerne, combien il pourra contribuer, en plus évidemment des volontés, des bonnes volontés privées ou publiques, évidemment pour faire en sorte en tout cas que cette indemnisation soit effective. Alors, Maître Hassan Dioma Ndiaye, ce procès, comme vous l'avez dit, il a été salué parce que pour la première fois, des crimes commis par un dirigeant africain sont jugés sur le continent africain. Ça a donné l'impression de la fin de l'impunité. Mais alors que ce procès aurait dû être l'exemple, à ce jour, ça laisse un goût d'inachevé. Oui, et on a le sentiment que nous avons des forces centrifuges. Nous avons toujours des vieux démons qui ressurgissent, nonobstant les professions de foi et nonobstant ce pas important qui a été franchi avec le procès d'Habré et qui pouvait faire penser que l'impunité serait repoussée jusqu'à ces derniers retranchements. Nous avons au-delà du Sénégal, vous avez des efforts qui sont faits en Centrafrique, au Mali avec le procès Sanogo, en Guinée avec l'affaire du 28 septembre. Donc il y a une certaine mouvance, une certaine propension à l'éradication en tout cas de l'impunité. Malheureusement de l'autre côté, on voit également des faits qui laissent penser évidemment que l'impunité est encore devant nous. Donc je pense que la mobilisation ne doit pas faiblir et que force doit être accordée à cette justice pénale internationale et qu'on se dise également qu'au-delà de la justice qui peut être africaine, qui peut être régionale, il y a quand même une justice qui est extra-continentale et qui peut à tout moment tomber. Et c'est pourquoi je pense qu'il est important que le discours soit clair et qu'on fasse en sorte que vraiment cette impunité soit reléguée, en tout cas dans les frontières les plus lointaines et que l'Afrique puisse renouer avec une situation de droit qui ne puisse pas tolérer un certain nombre de crimes tels que nous l'avons connu dans le passé. Maître Hassan Dioma Ndiaye, si on vous suit, c'est que les gens ont de plus en plus soif de cette justice-là dont ils avaient l'impression qu'elle ne fonctionne pas. Oui, je pense que la plus grande plus-value, c'est cet exemple qui a été donné par des victimes qui, de par la force des choses, qui par leur obstination, par leur engagement sans faille indéfectible, sont arrivés à faire de sorte qu'un procès qui, à un certain moment, évidemment, était devenu illusoire et puisse se tenir après plus de 20 ans, 25 ans de combat. Et je pense que toutes les autres victimes se sont dit, mais si les victimes tchadiennes ont réussi à faire en sorte ce qu'on appelle cette modélisation des angoisses sociales, cette forme évidemment de partage de l'action publique qui n'est plus l'apanage des seuls procureurs ou des États. Si des victimes ont permis cela, pourquoi pas nous? Et c'est ce qui explique cette organisation qui s'est faite au niveau des victimes en Guinée, autour d'une association des victimes des événements du 28 septembre. Au Mali aussi, idem. En Centrafrique aussi, vous avez les ONG qui sont encadrées les victimes. Donc aujourd'hui, ce qui est réconfortant, c'est évidemment cette sorte de prise
de conscience de ces victimes qui se disent qu'au-delà de nos personnes, nous devons faire en sorte que plus jamais cela. Nous ne devons pas être égoïstes, même si nous pouvions pardonner, même si nous pouvions nous résigner, nous ne le ferions pas. Il est de notre devoir de faire en sorte que ce qui nous arrive n'arrivera plus à aucun humain. Et nous espérons et nous avons le sentiment que c'est un sentiment qui est aujourd'hui en train de se former, en tout cas de s'affermir dans l'esprit de toute victime. Et je pense que c'est le plus grand allié aujourd'hui dans le cadre de ce combat contre l'impunité. Oui, le combat contre l'impunité, mais je pense que vu qu'on n'a pas encore terminé totalement le procès à Habré, peut-être que même si d'autres pays sont en attente de justice, on ne va pas peut-être ouvrir ces dossiers-là parce qu'on n'a pas encore fermé celui-ci. Oui, je pense que ça peut se faire de façon cumulativement ou en tout cas de façon concurrente, mais il est important évidemment qu'on purge carrément l'affaire Habré, parce que si cette affaire n'était pas complètement achevée, cela resterait un goût d'inachevé et ça remettrait peut-être en cause cette victoire que nous avions déjà affiché au primitif de l'humanité pour dire qu'on a gagné, on a vaincu, le camp de la peur a changé de camp, la force du droit doit prévoir, c'est la force des armes. Tout ça, c'est des slogans qu'on a brandis un peu partout, mais ces slogans n'auraient de réalité concrète que si effectivement ce procès avait une allure plus ou moins parfaite, satisfaisante, notamment du point de vue des victimes, et qu'on attire des leçons par rapport à ceux qui ont pu être coupables d'un certain nombre de faits. Mais évidemment, si on nous dit demain tout ça pour ça, ça c'est le plus grand danger qui pourrait guetter, évidemment, les procès qui pourraient être enclenchés dans des conditions où le procès d'Habré n'a pas été tellement satisfaisant ou n'aurait pas été tellement satisfaisant. Donc il est important que même si nous devrions nous engager dans d'autres procès, dans d'autres causes comme l'affaire Yamé par exemple, ou l'affaire centrafricaine, ou d'autres affaires quand même qu'on ne laisse pas de côté, ou en tout cas qu'on ne se désintéressera pas de l'affaire Habré, notamment du point de vue des organisations de défense des droits de l'homme qui ont eu à accompagner ces victimes. Je crois que ces organisations ont une responsabilité évidemment très grande quant à l'achèvement satisfaisant de ce procès. Et c'est un appel également que nous avons lancé.